en détail. Et côté Imagine 2050, donc avec Paloma Moritz et Com Girchig, on a donc analysé un certain nombre de travaux prospectifs. Donc évidemment, le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, que je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure, mais aussi d'autres scénarios prospectifs, ceux de l'ADEME, ceux de RTE, ceux de Negawatt, pour voir un peu aujourd'hui dans quels sont les imaginaires qui se confrontent et quelles sont nos perspectives pour créer cette société du donut. Et donc, je vais un petit peu revenir alors rapidement, parce que je sais que vous en avez déjà parlé, mais sur des imaginaires qui s'opposent aujourd'hui et pourquoi on reste un petit peu bloqué. Le premier imaginaire, donc les 30 Glorieuses, l'imaginaire du business as usual, qui est un imaginaire de déni des frontières planétaires et aussi d'une certaine mesure des inégalités induites. Un deuxième imaginaire qui va être autour du technosolutionnisme, donc très important aussi parce que c'est aujourd'hui l'imaginaire dominant de nos dirigeants politiques, donc ce n'est pas rien. Et enfin, un troisième imaginaire sur la sobriété, un imaginaire qui tient compte des limites planétaires, mais qui est un imaginaire qui ne fait pas toujours rêver aujourd'hui. Ok, ça vous va de partir en voyage à travers ces différents imaginaires ? C'est parti. Donc le premier, le business as usual, comme je le disais, un imaginaire de déni, c'est-à-dire que c'est un imaginaire qui continue à considérer que les limites planétaires ne sont même pas un sujet. Et donc, c'est un imaginaire qui s'inscrit évidemment dans la continuité de l'opulence avec des exemples comme le supermarché où tout est disponible à tout moment de l'année, le moins cher possible. Donc, des tomates, des chaussettes, des poupées Barbie. Enfin, voilà, c'est encore le cas. Le moins cher possible. En France, aujourd'hui, l'alimentation représente moins de 25% du budget, alors que c'était plus de 40% dans les années 60. Et vous savez à quel point la question du pouvoir d'achat est cruciale pour la majorité des Français. C'est aussi un imaginaire autour des objets de consommation, notamment la voiture, la mobilité qui est associée à la force, à la puissance, à l'individualisme. Donc ça, c'est encore très ancré. Un imaginaire justement sur la mobilité illimitée, sur par exemple le tourisme en avion. Au moment où je vous parle, est-ce que vous avez une idée du nombre d'avions qui volent en ce moment même dans le ciel, dans le monde entier ? Alors, bon, j'entends un peu. À un instant donné, en moyenne, c'est 8000, mais après, il y a 200 000 vols à peu près sur une journée. Vous pouvez regarder Flight Radar. C'est un site assez intéressant qui vous montre tous les avions dans le ciel à un instant donné, Flight Radar. Et vous voyez qu'il y en a notamment énormément aux États-Unis, parce que le réseau ferroviaire américain a été délaissé au profit de l'aviation. Et on a encore plein de pubs, il y en a dans le métro, il y en a partout qui nous incitent à aller en week-end en avion un peu partout. Là en ce moment il y a une pub pour investir dans l'immobilier au Maroc, donc pourquoi pas aller passer ces week-ends dans sa villa au Maroc en avion si c'est possible et pas cher. Donc ça c'est vraiment encore très, très dimensionnant dans les imaginaires. La banlieue pavillonnaire, la majorité des Français continuent à rêver d'une maison individuelle, même si ça a des implications sur l'étalement urbain, l'artificialisation des sols qui sont évidemment celles qu'on connaît et qui ne sont pas durables. Et donc, c'est un modèle incompatible avec les limites planétaires. Je ne vais pas forcément m'étendre, encore une fois, parce que je sais que vous avez dû voir ces graphes plein de fois, mais voyez que dans l'empreinte carbone d'un Français, sur les 10 tonnes à peu près, la voiture individuelle en représente une grande majorité, la viande également, le chauffage des bâtiments, et donc tout cela est lié malgré tout à un imaginaire de consommation et de puissance par la décarbonation. Par la consommation. Lapsus intéressant. Autre point, c'est que cet imaginaire, il est véhiculé par notamment la société américaine. Et là, je voulais vous montrer justement la répartition des émissions de CO2. Tout à l'heure, on était en empreinte, là, on est en émissions. Donc, c'est pour ça que la France n'est pas à 10 tonnes, mais plutôt ici un petit peu plus basse. Et vous voyez que pour un Américain, on a des émissions par personne qui sont bien plus élevées que pour un Chinois ou même pour un Français. Donc, je trouve ça intéressant aussi de le mettre en perspective par rapport à d'autres pays. Et pourquoi on continue dans cette direction ? Je parlais de la publicité tout à l'heure. On est encore inondé de publicité, inondé de messages
qui renforce cet imaginaire. Et même si intellectuellement on veut on veut s'en dissocier, on baigne dedans. C'est quotidien. Voilà, je vous montre. Bon, c'est quelques des pubs qui commencent à dater un peu, mais on continue à nous parler, voilà, de vitesse supérieure, de puissance. Il y a notamment le neveu de Freud, Edward Bernays, qui est un peu le précurseur du marketing, de tout ce qui est justement lien entre l'inconscient et les publicités, qui a beaucoup contribué à ça. Chacun ses pulsions, enfin voilà, on nous vend la possibilité d'avoir tout de suite, et ça continue à être le cas. La puissance, encore une fois. 1000 pouvoirs, 0 devoir, elle est quand même pas mal celle-là. Et la palme revient à Toyota. Je vous laisse découvrir le... Voilà. Donc, plus vous conduisez, plus vous nettoyez l'air. Hein. Il ne manque pas d'air. C'est vraiment une publicité qui entretient cet imaginaire. Donc, certes, cet imaginaire est en perte de vitesse, mais malgré tout, il continue à être très présent dans les... Bon, j'espère qu'il n'y a personne de Toyota dans la salle, et sinon on pourra en discuter, mais... Ça devrait être attaquable, on est d'accord. Il y a des tas d'influenceurs qui dénoncent ça sur les réseaux sociaux, mais malgré tout, ce sont des publicités qu'on continue à voir. Voilà pour le business as usual. Enfin, maintenant, je vous invite à avoir un petit regard critique quand vous prendrez le métro, quand vous verrez des publicités autour de vous. Vous verrez qu'on est encore en plein dedans. Un autre imaginaire qui émerge, qui est de plus en plus présent à la fois dans les discours politiques et aussi dans les discours des leaders économiques, notamment des leaders américains, enfin, je pense à Elon Musk principalement, mais à d'autres aussi, Jeff Bezos, etc. C'est l'imaginaire technologique. C'est un imaginaire hyper intéressant parce qu'il prend conscience des limites planétaires, il ne nie pas la réalité de la crise écologique, mais en revanche, il assène que la technologie va nous sauver. Et il assène qu'on peut continuer à vivre comme on vit actuellement, avec le même niveau de confort, et que l'ensemble de l'humanité peut aspirer au niveau de vie d'un Américain aujourd'hui. La technologie nous permettra de le faire. Alors, c'est un imaginaire qui n'est pas tout à fait récent, puisqu'il s'inspire de... Voilà, enfin, je vous ai remis des références. Le voyage dans la Lune de Georges Méliès du début du siècle, avec déjà bien avant que l'homme marche sur la Lune, l'évocation de cette possibilité. Métropolis de Fritz Lang sur les énormes villes, les mégalopoles qui se développent. Un petit peu plus récemment aussi dans la science-fiction, donc avec les livres de Philippe K. Dick notamment, sur les androïdes, le développement des robots, etc., qui a vraiment inspiré justement tout le développement de toutes ces technologies. Bon, peut-être que vous reconnaîtrez Le Cinquième élément. Enfin, c'est un film que je regardais quand j'étais petite et j'étais persuadée que de mon vivant, j'allais prendre des voitures volantes. Je l'espère moi aujourd'hui. Et évidemment, plus récemment, qui a vu Don't Look Up ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah ouais, là. Ok, une écrasante majorité. Bon, bah voilà, Don't Look Up, vous avez ce personnage de Peter Ishowell qui incarne magnifiquement bien le technosolutionniste qui jusqu'au bout maintient que la technologie va nous sauver. Je ne vais pas spoiler la fin, mais voilà, c'est pas forcément si simple que ça. Et comme je le disais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalité dépasse la fiction. On a des discours de personnes qui sont extrêmement puissantes. Elon Musk, qui possède Twitter, enfin X maintenant, qui a une influence colossale sur l'opinion mondiale, qui prétend voilà, qu'on va pouvoir, d'ici, alors ça date de 2022, donc d'ici 3 ans maintenant, prendre une fusée ultra rapide pour faire Paris-New York en 30 minutes. Il y a plein de personnes qui continuent à rêver de ça. On nous parle de voyages interstellaires et lunaires. Donc voilà, il y a tout un imaginaire autour de ça. En France, c'est un imaginaire qui est pas mal fissuré. Je vous incite à voir notamment ce que dit Alain Damasio là-dessus, c'est assez intéressant. Mais dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, c'est un imaginaire qui est extrêmement puissant et difficile à fragiliser. Ça, c'est The Line aussi. Est-ce que ça vous parle? Vous voyez ce que c'est? Ouais, ok. C'est cette espèce de ville qui est censée s'étendre sur 170 km, donc la distance Paris-Le Mans à peu près, qui ferait un peu plus de 30 km², qui est censée être une ville zéro carbone, en plein milieu du désert, donc construite par, alors je sais plus si c'est l'Arabie Saoudite ou les Émirats, c'est ça, hein, l'Arabie Saoudite, voilà. Donc ce projet complètement démentiel de construire une ville en plein milieu du désert, en désalinisant l'eau de mer, enfin voilà.
en faisant une ville sans voiture, une ville donc, qui se veut zéro carbone, mais qui évidemment nécessiterait énormément d'énergie et de matière pour être construite. Alors le terrassement a déjà commencé, il y a plein de photos de Google, enfin satellite, qui nous montrent que les travaux sont en cours et donc on se demande si les gens vont y aller à pied ou à bicyclette parce qu'on imagine assez mal comment on peut s'acheminer jusqu'à cette ville-là sans pour l'instant émettre de carbone, mais tout ça pour l'instant n'est pas très étayé par les publicités. Donc voilà, un imaginaire qui est ici un peu caricaturé mais qui malgré tout est très influent et un imaginaire qui a évidemment énormément de limites. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacune, mais déjà de fortes limites en termes de consommation d'énergie. Alors, pour le cas de la France, comme vous le savez, si on doit se passer d'énergie fossile, si on doit vraiment supprimer toute notre consommation d'énergie fossile, il va falloir substituer toutes ces énergies par de l'énergie décarbonée, donc essentiellement notamment de l'électricité pour un certain nombre d'usages qui aujourd'hui dépendent d'énergie fossile dans le transport par exemple. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y avait de nouvelles énergies, elles se sont ajoutées aux anciennes, elles ne se sont jamais substituées ou très marginalement. Et donc ça voudrait dire de justement produire énormément d'électricité par des centrales nucléaires, par exemple, mais ça ne suffira pas, par la méthanisation aussi, tout ce qui va être justement de conversion de la biomasse en énergie, en électricité, mais ça ne suffira pas non plus. Si on devait produire justement toute l'énergie que la France consomme aujourd'hui en énergie fossile avec de la biomasse, ça représente plus de 100% des terres en France. Donc il faudrait qu'on annexe la Suisse ou la Belgique. Je ne suis pas sûre que ce soit le plan de notre gouvernement pour l'instant. Donc on est vraiment là dans un enjeu de substitution de nos énergies fossiles qui est très compliqué. Si on doit justement aussi remplacer notre consommation d'énergie fossile par des éoliennes, on aura besoin de dizaines, de milliers de piliers d'éoliennes, des hectares et des hectares de surface de panneaux photovoltaïques. Donc, là, je vais pas forcément m'étendre là-dessus, mais la notion hyper importante derrière tout ça, c'est la question de bouclage. Et peut-être que chaque secteur de l'économie, individuellement, par exemple l'industrie automobile, peut identifier une baisse de ses émissions et de sa consommation d'énergie fossile et une augmentation justement de son électrification, toute la substitution par de l'énergie. Mais si on regarde tous les besoins d'électricité de l'ensemble des secteurs, ça ne boucle pas. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas produire suffisamment d'électricité pour répondre à toutes les demandes. Donc la technologie seule ne va jamais suffire, quoi qu'en disent nos super entrepreneurs de la Silicon Valley. Alors il y a une technologie dont vous avez sûrement entendu parler qui se développe, qui est ce qu'on appelle en anglais le CCUS, Carbon Capture, Usage and Storage, qui consiste à prélever du carbone soit sur les sites de production, par exemple dans une cimenterie, toutes les usines qui émettent beaucoup de carbone, soit directement dans l'atmosphère, et de stocker ce carbone ou de le convertir soit dans des meubles, etc. Alors la nature fait ça très bien, ça s'appelle un arbre, mais il y a beaucoup aujourd'hui d'investissements dans une technologie qui pourrait justement accélérer ce captage de carbone dans l'atmosphère pour réduire la concentration de carbone dans l'atmosphère. C'est une technologie qui est intéressante, qui fait partie aujourd'hui des modèles du GIEC, mais c'est une technologie qui n'est absolument pas à l'échelle aujourd'hui pour répondre aux enjeux. On y reviendra un petit peu tout à l'heure quand je parlerai du plan de transformation de l'économie française. Et en plus, comme si cela ne suffisait pas. Et vous l'avez vu aussi, j'imagine, avec Arthur Keller, donc je ne vais pas m'étendre, mais ça repose sur des paris géopolitiques qui sont aujourd'hui extrêmement risqués. On fait un peu dépendre notre transition énergétique, donc tout ce qui permet à notre économie de fonctionner, du bon vouloir de tas de pays qui sont aujourd'hui gouvernés par des dictateurs. Ce n'est pas forcément extrêmement rationnel. Si on pense, vous voyez ici, la liste de toutes les terres rares qui viennent de Russie, de Chine, de tout un tas de pays qui ne sont pas forcément extrêmement fiables d'un point de vue démocratique. Il y a aussi des super projets d'installer des miroirs dans l'espace pour renvoyer les rayons du soleil, mais je pense que je n'ai même pas besoin de souligner l'aberration de ces propositions. Et quand bien même on réussirait
à résoudre le problème climatique, par exemple, quand bien même on réussirait à réduire nos émissions de gaz à effet de serre suffisamment pour que le Français moyen émette 2 tonnes, ça nous crée tout un tas d'autres risques, tout un tas d'autres problèmes sur d'autres matières premières qui sont pour beaucoup et de plus en plus extrêmement critiques dans leur approvisionnement. Il y a ce qu'on appelle le carbone tunnel. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Aujourd'hui, justement, l'approche technosolutionniste est souvent très focalisée sur l'indicateur du carbone. Et c'est un problème parce que ça élude souvent d'autres enjeux extrêmement importants autour de la biodiversité, notamment autour des matières premières critiques, etc. Bon, et en plus, comme si cela ne suffisait pas, ce modèle technosolutionniste, il n'est pas franchement égalitaire. Donc on a souvent aussi des discours de fuite vers un lieu plus sûr. Il y a même une série qui a été faite sur une population qui vivrait dans un silo. Est-ce que certains d'entre vous l'ont vu ? Ouais. Donc voilà, vous voyez de quoi je parle. L'idée, c'est une population humaine qui ne peut plus vivre à la surface de la Terre parce qu'elle est devenue inhabitable, mais qui a trouvé des solutions technologiques pour vivre sous terre. Sauf que bon, c'est pas extrêmement agréable de vivre sous terre. Et là encore, on pourrait se dire que ça reste de la science-fiction, sauf que bah non, il y a aujourd'hui des sites de plus en plus nombreux qui vendent des bunkers extrêmement coûteux et ça cartonne. Plein de millionnaires, plein de milliardaires achètent des appartements comme ça dans des bunkers. La Nouvelle-Zélande est notamment une région florissante pour cela. Donc voilà, tout ça pour dire que cet imaginaire technosolutionniste ne nous semble pas forcément extrêmement viable ni franchement désirable. Dernier imaginaire qui s'oppose aujourd'hui, c'est l'imaginaire sobre, qui est un futur qui nous semble compatible avec les limites planétaires, mais qui n'est pas aujourd'hui, qui ne fait pas forcément extrêmement rêver. Alors là, je vous mets quelques définitions de la sobriété selon Negawatt. Donc la sobriété, elle peut être sur différents niveaux. C'est pas seulement réduire sa consommation, elle peut être d'ordre dimensionnel, d'ordre coopératif, justement pour mutualiser davantage, d'ordre des usages, pour être dans une précaution d'usage, un entretien plus long de tout ce que vous utiliserez, organisationnel, matériel. Donc la sobriété peut avoir plein de formes différentes. Et le mode de vie sobre a aussi été dans des œuvres, dans des fictions pour nourrir les imaginaires depuis un certain nombre d'années. Ce livre, Ecotopia, est-ce que certains et certaines d'entre vous le connaissent ? Qui en a entendu parler ? Okay. Qui l'a lu ? Ok, ouais, bon, c'est déjà bien. Donc c'est un livre qui a été publié en 1975, donc à une époque où les enjeux environnementaux étaient beaucoup moins centraux dans l'opinion publique, et pourtant c'était une époque où justement il y avait un imaginaire assez fort autour malgré tout des limites planétaires, avec toute la mouvance hippie, etc. C'était aussi dans les années 70 que le rapport Meadows a été publié justement sur les limites de notre modèle, limite à la croissance. Ce rapport était vraiment visionnaire aussi. Et dans Ecotopia, vous avez donc une fiction où une partie donc, de la Californie et de l'État de Washington s'est dissociée du reste des États-Unis. Il y a eu une guerre civile. Ça s'est pas très bien passé. Puis ensuite, les États-Unis ont continué dans leur business as usual et la société écotopienne s'est développée selon un modèle qu'on pourrait affilier à l'imaginaire sobre. Et ensuite, un journaliste de la côte Est va visiter Ecotopia et décrit tout ce qu'il voit de cette société qui est dans l'autogestion, la semaine de 20 heures. Voilà, c'est hyper intéressant et c'est assez visionnaire. Et on a aussi plein de mouvances sur cet imaginaire sobre dans le solar punk, par exemple. Là, vous avez une pub pour des yaourts Chobani qui s'inspire pas mal de cet imaginaire. Il y a aussi des gens comme Rob Hopkins qui alimentent beaucoup cet imaginaire. Vous devez le connaître, j'imagine, le mouvement des villes en transition. Et si on regarde un petit peu plus concrètement, ce serait un imaginaire constitué donc de mobilité active et partagée. Là, vous avez plein d'exemples de ce qu'on appelle des véhicules intermédiaires. Donc l'alternative entre un vélo simple et une voiture. Enfin, aujourd'hui, la plupart des voitures font 1 voire 2 tonnes pour transporter dans 90% des cas une seule personne, ce qui n'est pas toujours hyper vertueux. Donc voilà, il y a beaucoup d'options, à la fois des modes actifs, des modes passifs. On aurait aussi davantage de villes végétalisées. Là-dessus, je vous incite à regarder le dossier de
d'Alexandre Florentin, Paris à 50 degrés, où il parle justement de l'enjeu, vraiment la nécessité de décarboner la ville et de la végétaliser, des habitats groupés bas carbone et le déploiement des low-tech, qui soient à la fois utiles, accessibles, durables. Et donc cet imaginaire sobre, aujourd'hui, il peine à se développer parce qu'il est souvent associé à un retour en arrière, à justement une décroissance et donc surtout pour des leaders économiques comme vous, ça fait peur et ça n'embarque pas. Et donc il y a un vrai enjeu autour d'une nouvelle sémantique, parler d'une nouvelle abondance, parler justement de modération, de pérennité, de prospérité sans croissance, de post-croissance, de croissance adaptative. On a d'autres mots à trouver parce que le mot de sobriété, surtout en France, ne fait pas rêver. On a aussi besoin d'inverser les normes, de faire en sorte que les normes autour de la coopération, du collectif, du local, du bien-être, de la joie et de l'ensemble des co-bénéfices associés soient mis en avant. Pour en revenir un petit peu sur les co-bénéfices, par exemple, vous avez évidemment la création d'emplois, mais également une amélioration de la santé, une amélioration des liens sociaux. Enfin, on a aujourd'hui des niveaux d'anxiété, d'isolement des personnes qui battent des records. Donc, ça fait partie de toutes les nouvelles normes à faire émerger dans cet imaginaire.